Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler des Sixers et de ce qu'on pourrait appeler un petit peu l'équipe déception de cette saison 2019-2020 en NBA. Déception avec un point d'interrogation, mais pour l'instant, les Sixers, ils sont classés 5e à l'Est, 11e équipe NBA, classée derrière OKC. Si je vous avais dit à l'été, OKC, après 50 matchs, aura un meilleur bilan que les Sixers, vous m'auriez dit, mais Blake, t'es gentil, mais retourne jouer à NBA 2K. Au demeurant, petite digression, mais souvenez-vous, durant l'été, je vous avais dit, attention, cette équipe d'OKC va vraisemblablement finir bien mieux classée que ce qu'on nous annonce. Bref, toujours est-il que ces Sixers, eh bien, voilà, ils ont un rendement qui est très nettement en deçà de ce qu'on pouvait attendre de cette équipe. Cette équipe avait des grandes ambitions. Quand vous faites tapis sur plein de joueurs, on file des contrats max à Embiid et Simmons, on file un contrat max à Harris, on recrute Horford avec un très gros contrat. Quand on commence à dépenser tout ce qu'on a en banque, l'objectif est de se positionner dans la course au titre, et là pour l'instant les Sixers n'y sont pas, et je vous propose via cette petite vidéo de faire le point sur ces Sixers un petit peu dans la tourmente. Alors défensivement l'équipe tourne très bien, et effectivement dans la vidéo preview que je pouvais vous faire de ces Sixers durant l'été, au vu des éléments dont on disposait, on s'attendait à ce que cette équipe des Sixers, 14e défense la saison passée, fasse un bond en avant en termes de qualité défensive, et ce bond en avant, il a bien eu lieu. Pour l'instant, 4e meilleure défense de la NBA. Là par contre, où on a une grosse problématique Philadelphie, c'est en attaque. En attaque, avec une équipe classée 21e. Les Sixers étaient 8e la saison passée, donc on a un décrochage des qualités d'attaque, et c'est ce décrochage là qui majoritairement plombe cette équipe des Sixers. Je vous propose donc de rentrer un petit peu plus dans le détail des raisons de la tourmente, les raisons de la colère de cette équipe des Sixers. Les raisons de la tourmente, et comme vous l'aurez compris, il faut se tourner du côté de l'attaque. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas du côté des Sixers en attaque, en allant un petit peu plus loin que « Ah oui, mais c'est le spacing, ça marche pas, donc ça capote ». On va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, et vous allez comprendre vraiment précisément où ça coince en attaque. Première problématique, c'est la transition, c'est le jeu en contre-attaque. Et ça, c'est une problématique majeure parce que les Sixers sont une bonne défense. Donc ils arrachent des stops défensifs et ils sont incapables de convertir ces stops défensifs en panier facile en contre-attaque. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça casse le cercle vertueux de la défense. Une bonne défense qui doit normalement générer une attaque facile. On n'y est pas du côté des Sixers, puisque sur le jeu en transition, le jeu rapide, on est classé 22e NBA en efficacité, et on manque plein d'opportunités d'aller chercher des paniers faciles en contre-attaque. Et ça, c'est toujours embêtant. C'est toujours embêtant parce que ce sont des paniers à très haut pourcentage. Et vous remarquez que, du côté des Sixers, il y a 3 joueurs du 5 majeur, Simmons, Richardson et Embiid, qui ont un rendement sur la transition qui est très faible. On est dans le dernier quart de la NBA en efficacité, et ça, c'est la catastrophe, avec 2 raisons différentes à cette inefficacité. Du côté de Simmons et de Richardson, on perd un nombre incroyable de ballons sur ces séquences de transition, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont à l'origine de la montée de balle, de l'accélération en transition, et on va perdre un nombre incroyable de ballons, et ça sacrifie du coup plein de séquences de contre-attaque qui se transforment en balles perdues. Et puis de l'autre côté, on a un Embiid qui certes ne représente pas beaucoup dans le jeu d'attaque de la transition des Sixers, mais les peu de fois où il existe, il amène de l'inefficacité. Et si on se concentre sur le cas de Ben Simmons en transition, on en avait déjà parlé longuement dans des vidéos précédentes, alors que dans plein de médias, on vous explique que Ben Simmons, sa plus grosse force, c'est le jeu en transition. Je n'ai de cesse de vous répéter que, attention, là, à contrario, la faiblesse de Ben Simmons, c'est son efficacité sur le jeu en transition, parce que dans pratiquement 75% des cas, c'est lui qui porte la balle, c'est lui qui fait la montée de balle, et quand c'est lui qui fait la montée de balle, dans pratiquement 27% des cas, il va perdre le ballon.
il va envoyer le ballon dans les gradins où il va se dribbler sur les pieds. Donc il y a déjà une contre-attaque sur 4 qui est emmenée par Simmons, qui finit en ballon perdu. C'est une catastrophe colossale, et à contrario, quand il ne va pas faire la passe, et quand c'est lui qui va essayer de finir sur la montée de balle, il a des rendements en efficacité offensive qui sont assez faibles. Et comme du côté des Sixers, il manque un deuxième joueur en capacité de faire du playmaking, il manque ce qu'apportait Jimmy Butler la saison passée pour décharger un petit peu Ben Simmons. On a vu que George Richardson n'y arrivait pas. Comme il manque ce deuxième joueur, eh bien, on n'a finalement pas assez de séquences où c'est Simmons qui est celui qui finit sur la contre-attaque en bénéficiant d'une passe d'un coéquipier, et on va sacrifier comme ça de l'efficacité offensive. Regardez, parce que vous avez été aussi nombreux à me dire à juste titre, oui mais Simmons il n'a pas un niveau d'efficacité élevé en transition parce que c'est lui qui porte la balle, il crée pour les autres, et ça apparaît pas dans les stats. Vous avez quelque part raison, mais si cet adage était vrai, les Sixers en équipe seraient un très bon rendement. Il n'y a que Simmons quelque part qui aurait un rendement plus bas. Là on a le meneur entre guillemets de l'équipe qui a un rendement bas et toute l'équipe qui a un rendement bas, donc vous comprenez qu'il y a un lien de cause à effet. Et quand on regarde les joueurs qui sont porteurs de balles sur la transition et qui ont fait le plus de séquences de contre-attaque sur cette saison, on retrouve des Giannis, on retrouve des Harden, on retrouve des Young, on retrouve des LeBron, on voit très vite que Simmons, avec son 0,85 points par possession, c'est de loin le joueur le moins efficace dans ces séquences en transition. Et vous avez comme ça, quelque part, une équipe des Sixers qui sacrifie des paniers faciles en contre-attaque. Et puis, l'autre verre de la médaille, c'est que sur les séquences de transition où Embiid vient exister, eh bien, dans plus de la moitié des cas, il vient exister en trailer, il vient exister en intérieur qui arrive en dernier dans la séquence, et sur ces séquences en trailer, il fait majoritairement des spot-up, des réceptions tirs à 3 points ou à mi-distance, et sur ces réceptions tirs, il est à 10 sur 34 au tir. Bref, à chaque fois que les Sixers sont allés servir Embiid dans le trailer en transition, il a envoyé un parpaing pour caricaturer à mort, et vous comprenez là encore en quoi ces Sixers sacrifient de l'efficacité sur le jeu rapide en contre-attaque. Deuxième problématique dans le jeu d'attaque des Sixers, c'est une grosse faiblesse sur les séquences en pick and roll. Alors ça n'est pas le fonds de commerce de Philadelphie. Philadelphie n'est pas une équipe qui abuse et surabuse du pick and roll, mais ça reste l'une des séquences de base du basket NBA, et ça reste pour toutes les équipes un espèce de tronc commun des séquences qui vont être utilisées entre 15 et 20% du temps en attaque. Et bien les Sixers, ils sont absolument catastrophiques sur le pick and roll cette saison, et c'est un vrai paradoxe, c'est une vraie aberration quand on s'imagine que ces Sixers avec le duo Simmons-Embiid, ils ont a priori l'arme de destruction massive parfaite pour sanctionner sur le pick and roll. Un espèce de mutant de 2,8 m avec des belles qualités de dextérité et une très belle mobilité, qui est un joueur qui va chercher la passe, et avec un Embiid qui est pareil, un espèce de mutant avec un ratio taille-puissance-mobilité extraordinaire, des très bonnes mains. C'est une arme de destruction massive en théorie sur le pick and roll, tant cette connexion-là paraît absolument inarrêtable. Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est absolument rien, puisque du côté des Sixers, sur le pick and roll porteur de balle, on est classé 28e, c'est cataclysmique. Et sur le pick and roll poseur de l'écran, donc c'est quand le poseur de l'écran il ouvre, il récupère la passe et il tente un tir, on est classé 30e, on est cataclysmique, alors qu'on a Embiid, alors qu'on a Horford, deux intérieurs qui sont quand même connus pour leur qualité d'attaque, leur très belle qualité de finition en dessous, et leur polyvalence, leur capacité aussi à s'écarter et à sanctionner à mi-distance. Bref, c'est absolument catastrophique, c'est absolument catastrophique. Et c'est d'autant plus catastrophique que les Sixers, la saison passée, ils étaient classés 6e sur le pick and roll porteur de balle et 15e sur le pick and roll poseur d'écran. Il y a une régression absolument colossale dans ces séquences, à part Richardson qui est un petit peu au-dessus de la moyenne NBA. Tous les autres joueurs de l'équipe sont en dessous de la moyenne NBA
efficacité. Les locomotives du pick and roll de la saison passée, Jimmy Butler, J.J. Redick et TJ McCollum ne sont plus là. Et derrière, il y a un gros vide qui a été laissé. Le spacing, on y reviendra dans un deuxième temps de l'équipe, n'arrange rien, parce que évidemment, plus vous avez de joueurs concentrés dans la raquette, plus c'est compliqué d'aller trouver les intervalles pour exister sur du pick and roll. Mais là, quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi du côté des Sixers, on est dans la tourmente. Et si on se concentre un petit peu sur Simmons, on voit que dans 60% du cas, sur les séquences de pick and roll, il va aller chercher la passe. Et quand il va chercher la passe, ça se passe très bien, parce qu'on va servir des coéquipiers qui sanctionnent en efficacité. Donc, dans son registre de Simmons playmaker, eh bien, ça se passe très très bien et on a un rendement qui est tout à fait intéressant. Mais on retrouve les problématiques du Simmons quand il doit exister pour lui, quand il doit être dans l'autocréation. Eh bien, là, on le retrouve beaucoup plus dans la tourmente, avec encore un pourcentage de perte de balles qui est colossal, 23%, c'est absolument énorme. Donc on retrouve ces ballons envoyés dans les gradins où on se dribble sur les pieds, où on va faire des fautes offensives, et quand on tente un tir, on n'est pas du tout en efficacité, on est à 47%. Pour un Simmons qui fait prioritairement du drag, de l'attaque du cercle, c'est pas très très élevé, et on retrouve comme ça quelque part cette inefficacité, et d'une manière générale, cette absence du côté des Sixers d'un joueur en capacité de se créer son propre tir, eh bien cette absence-là fait cruellement défaut, parce que certes les Sixers ils ont une construction collective, certes ils ont plein de mouvements, certes ils ont plein de séquences où le ballon circule et on fait exister collectivement les joueurs en attaque, et ça c'est très très bien, la structure collective est là, mais il arrivera toujours, parce qu'on arrive sur la fin de l'horloge des 24, parce qu'on est dans une fin de match serrée, on est un petit peu plus crispé, il arrivera toujours, par moment, on se retrouvera toujours face à des séquences où il faut qu'on ait un joueur en capacité de se créer son propre tir. Il nous faut un petit peu de hero ball, même si je suis le premier à dénoncer le hero ball, on ne peut pas s'en passer par séquence, parce que ça devient nécessaire par moment, et les Sixers, il leur manque ce joueur capable de se créer son propre tir. Ça pourrait être un petit peu Tobias Harris, mais on n'y est pas complètement, et au-delà de ça, ça n'est pas Richardson, ça n'est pas Simmons, et ça manque cruellement à cette équipe. Et puis, toujours le revers de la médaille, si on s'intéresse à Embiid, cette fois-ci dans un rôle de finisseur après avoir posé un écran, eh bien, on se rend compte que son rendement sur le pick and roll, il est catastrophique. Embiid qui est l'un des meilleurs intérieurs de la NBA, il est classé en indice 10 sur le pick and roll. Ça veut dire que 90% des joueurs NBA sont plus efficaces que lui sur du pick and roll. C'est une hérésie absolument totale. Et quand vous regardez dans le détail pourquoi il y a autant d'inefficacité sur le pick and roll, vous comprenez tout de suite pourquoi. Dans 75% des cas, Embiid, il pose l'écran et il ouvre pour tirer à mi-distance. Et sur ces tirs à mi-distance, il est à 17 sur 55. On est à 30%. On retrouve le Embiid que je n'ai eu de cesse de dénoncer. On retrouve le Embiid qui tombe dans le piège du tir à mi-distance, du tir à 3 points, du tir où il n'est pas en efficacité, et il gâche quelque part son avantage comparatif sur les adversaires, sa taille, sa puissance, sa mobilité, il le gâche au profit de tirs qui ne sont pas rémunérateurs, qui ne sont pas efficaces, et ça c'est aussi un paradoxe qui pénalise cette équipe des Sixers. Alors évidemment, tout n'est pas à imputer à Embiid, il y a aussi la structure de l'équipe, il y a aussi ce manque de spacing qui fait que la raquette est un peu embouteillée, mais il y a aussi peut-être un manque d'envie d'aller attaquer le cercle, d'aller se friter dans la raquette, et ça c'est vraiment dommage. Troisième problématique d'attaque des Sixers, évidemment que c'est le tir extérieur qui est en souffrance. Évidemment que c'est le tir extérieur qui est en souffrance. On retrouve ces problématiques de spacings qui sont cruelles sur cette saison. Parce que sur attaque placée mi-terrain, vous avez Simmons, Horford et Richardson, donc 3 joueurs
du 5 de départ qui ont des rendements qui sont inférieurs à la moyenne NBA. Donc, dès lors que vous avez 3 joueurs sur 5 de votre 5 de départ qui ne contribuent pas efficacement à votre attaque placée, vous êtes en problématique, et cette non-contribution à l'attaque placée dépend effectivement de l'incapacité des Sixers à sanctionner sur les tirs extérieurs, parce que quand les Sixers attaquent le cercle, ils s'en sortent très très bien. Dès lors qu'ils vont poster ou qu'ils vont se rapprocher du cercle, ils ont des rendements qui sont tout à fait intéressants. Mais dès qu'ils sont contraints à du tir extérieur, à des jump shots, ce qui représente quand même 52% de leur séquence d'attaque placée mi-terrain, et bien dès qu'ils vont tenter ces tirs à mi-distance ou ces tirs à 3 points, on a un rendement qui est très 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 moyen, voire mauvais, classé 20e sur les 30 équipes NBA. Et là on comprend ce que cette définition d'absence du spacing entraîne concrètement pour cette équipe de Philadelphie, et même sanction sur le catch and shoot, parce que même sur les tirs complètement ouverts, et la structure collective de cette équipe des Sixers leur permet de générer beaucoup de tirs complètement ouverts, parce qu'il y a des bons renversements de Simmons, parce qu'il y a des belles fixations de Embiid, même sur ces tirs complètement ouverts sur le catch and shoot. Et on est en train de parler de 62% des tirs tentés en catch and shoot, on a un rendement qui est moyen. Donc on n'arrive pas à sanctionner sur les tirs complètement ouverts. Et quand il s'agit de se créer son propre tir, on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, quand il s'agit d'être en auto-création de tir, qu'on a besoin d'un petit peu de hero ball, eh bien on est classé 28e. On est catastrophique. Aucun joueur des Sixers actuellement ne peut prendre le ballon, faire un petit décalage en dribble, une élévation et sanctionner en efficacité. Les Sixers n'ont pas cette corde à leur arc, et ça leur fait cruellement défaut sur cette saison. Et puis en quatrième explication, on a un Al Horford qui, dans cet exercice 2019-2020 avec les Sixers, est complètement déphasé. On a un Al Horford qui, dans la genèse de son arrivée aux Sixers, est là pour apporter un complément quand Embiid est en train de souffler sur le banc. Parce que les saisons passées, les Sixers étaient cruellement confrontés à un écroulement du rendement de l'équipe dès que Embiid était sur le banc. Donc, en intelligence et en pragmatisme, les dirigeants de cette équipe de Philadelphie se sont dit il nous faut un intérieur qui peut apporter quelque chose pendant qu'Embiid est en train de souffler. Et puis si idéalement on peut trouver un intérieur de qualité et faire évoluer les deux ensemble dans le 5, on va prendre quand même. Pourquoi pas? Et c'est dans ce cadre-là que Horford est recruté à l'intersaison. Malheureusement, toutes les craintes qu'on pouvait avoir quant au spacing de ces Sixers 2.0, de ces Sixers 2020, toutes les problématiques de spacing nous sautent au visage, parce que tout simplement Horford, il fait l'une de ses plus mauvaises saisons en carrière en termes d'impact. Il faut retourner à ses toutes premières années dans la NBA pour le retrouver aussi peu impactant. Son pourcentage au tir a absolument dégringolé. Certes, il est toujours là, présent défensivement, mais son impact offensif dégringole, et il est victime de ce qu'on avait évoqué dans notre vidéo d'analyse intersaison des Sixers, vidéo qu'on avait fait il y a à peu près 6 mois, où on explorait tous les scénarios possibles d'attaque, et on se disait qu'avec Simmons et Embiid qui allaient être obligatoirement en opposé, c'est-à-dire que quand Simmons était à 3 points, on allait avoir Embiid dans la raquette, mais quand à contrario, on avait Simmons qui venait poster dans la raquette, on avait obligatoirement Embiid qui restait à 3 points. Dans tous ces scénarios-là, on avait obligatoirement aussi un Horford qui se retrouvait derrière la ligne à 3 points, qui était obligé de s'écarter pour laisser de la latitude à Simmons ou Embiid pour exister dans la raquette ou pour avoir des intervalles pour attaquer le cercle. Et bien ce Horford qui s'est transformé en un campeur, qui s'est transformé en un espèce de 3&D, un joueur qui attend derrière la ligne à 3 points que le ballon lui revienne dans les mains, et bien ce Horford-là est complètement sorti de ce qu'il faisait le mieux. Il a complètement perdu son rythme et ça l'a sacrifié en attaque. La force de Horford, c'était sa polyvalence. C'était un joueur qui pouvait être le premier à courir sur la transition et vous finir en lay-up une contre-attaque. C'est un joueur qui pouvait poster en isolation au poste bas, qui posait des bons écrans, qui pouvait sur le pick and roll aller flasher au cercle, aller ouvrir et sanctionner à 3 points. C'est un joueur qui pouvait exister dans le backdoor, vous lui balanciez une passe lobée, il sanctionnait dans le dos de la défense, il pouvait tout faire en attaque. Et là, les Sixers
Parce que structurellement, ils n'ont pas d'autre choix, ils l'ont enfermé dans un rôle qui n'est pas le sien, dans un rôle de campeur derrière la ligne à 3 points, et il est complètement à côté de ses pompes dans ce registre-là, puisque regardez cette saison, c'est sur le haut de ce tableau, cette saison, ce que Horford fait le plus en attaque, c'est du post-up. Et le post-up, c'est ni plus ni moins que de l'isolation. Et s'il y a bien une chose qu'Horford n'est pas, c'est un joueur d'isolation. Horford, c'est un joueur collectif par excellence. On l'a vu s'éclater dans le dispositif Celtics, où regardez la saison passée, ce qu'il faisait le plus, c'était du pick and roll, poseur d'écran. Je pose l'écran, j'ouvre au cercle, je m'écarte, et je le faisais à une incroyable efficacité, 1,15 points par possession, c'est colossal. Cette saison, le pick and roll, poseur d'écran, c'est ce qu'il fait seulement en 3e en usage, et on l'a enfermé à Philadelphie dans un registre de joueurs d'isolation au poste bas et de joueurs qui sanctionnent sur les 2 points longs ou sur les tirs à 3 points, ce qu'il n'est pas tout à fait. C'est un joueur qui a besoin de plus de polyvalence, et enfermé dans un registre un peu restreint, il n'est clairement pas à son aise, et ça l'a sacrifié. Et un Horford qui est sacrifié, eh bien c'est une équipe des Sixers qui est impactée dans son rendement en attaque. 5e explication aux déroutes et à la problématique des Sixers en attaque, c'est Josh Richardson. Pourquoi c'est Josh Richardson? Parce que dans la vidéo analyse d'intersaison, je vous avais dit attention. Certes, il y a l'arrivée de Horford, certes, il y a le front de court de grande taille, il y a tout ce que vous voulez, mais le joueur qui va être le plus important dans le succès des Sixers de la saison prochaine, c'est Josh Richardson, parce qu'il a la très lourde responsabilité de devoir remplacer à la fois Jimmy Butler. Pour la partie, je monte la balle sur la transition. Pour la partie, je porte du pick and roll en attaque. Pour la partie, on va renverser sur moi, je vais sanctionner à 3 points. Je vais devoir à la fois remplacer Jimmy Butler, et à la fois, je vais devoir remplacer JJ Redick. Je vais devoir de temps en temps exister en sortie d'écran. Je vais devoir de temps en temps être le joueur qu'on laisse à l'opposé. Le ballon me revient et je sanctionne à 3 points. Et bien, sur cette saison, Josh Richardson, défensivement, il fait quelque chose de très très bien. On l'attendait aussi là-dessus. Mais en attaque, malgré ses 15 points en attaque, eh bien, il n'a pas l'apport que les Sixers attendaient. En tout cas, le costume est taillé trop grand pour lui, et on ne peut pas lui reprocher, il fait ce qu'il peut avec ses qualités, mais son 33% à 3 points, c'est pas assez. C'est pas assez pour apporter de l'efficacité offensive à cette équipe. Ces 3 passes décisives pour 2 ballons perdus, c'est pas assez non plus dans une capacité de playmaking pour soulager Ben Simmons, parce qu'il y a aussi une problématique Ben Simmons quand il a trop le ballon en main, parce que Ben Simmons est sans nul doute un joueur extraordinaire, mais plus il a le ballon en main, plus les défenses se focalisent sur lui. Dans sa démarche de je vais d'abord chercher à créer pour les autres, après à créer pour moi, eh bien les défenses s'adaptent et donc arrivent à plus facilement le neutraliser à titre individuel, et on a des Sixers qui se privent d'un Simmons qui pourrait peut-être exister des fois sans ballon, qui pourrait peut-être traverser le terrain, prendre 2-3 écrans et bam, se retrouver en bas, je récupère une passe et je dunk dans le trafic. Ce que pourrait apporter ce que les Sixers pourraient avoir avec un joueur sur la ligne arrière aux côtés de Simmons qui serait plus dans le playmaking. Mais ça veut dire un joueur qui a 5-6 passes décisives par match et non pas 3. C'est là où je vous dis que l'apport de Richardson est un petit peu trop limité, et ça évidemment c'est préjudiciable aux Sixers. Et puis, au-delà des problématiques d'attaque qu'on a clairement exposées, quid aussi du duo Embiid-Simmons, du duo de All-Star de cette équipe qui devrait être la clé de voûte, qui devrait être l'ossature, les fondements de cette équipe. Quid de ce duo? Est-ce que c'est finalement pas structurellement sur ce binôme-là qu'il y a une problématique qui fait un petit peu vaciller les Sixers? Parce que cette saison, quand vous regardez les rendements d'équipe, quand vous les ramenez à un duo de joueurs sur le terrain, eh bien vous vous rendez compte que parmi les duos les plus utilisés par ces Sixers, le duo le moins efficace, c'est le duo Embiid-Simmons. Et ça, c'est un vrai paradoxe, parce que ça devrait être tout l'inverse. Si vous comparez par exemple avec les Denver Nuggets, avec le duo Murray-Jokic, vous allez me dire ça n'a rien à voir, les joueurs n'ont rien à voir. Je suis d'accord avec vous, mais si on veut chercher un point de comparaison
Allons prendre un point de comparaison avec Jokic, qui est un autre intérieur, l'un des meilleurs intérieurs de la NBA, et avec un Murray qui est pareil, et un arrière qui lui est associé. Le duo Jokic-Murray, quand il est ensemble sur le terrain, eh bien, ça tourne très très bien du côté des Nuggets. Si vous allez du côté des Lakers avec le duo LeBron James, Anthony Davis, vous allez me dire ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes joueurs. Je suis d'accord avec vous, mais prenons un point de comparaison, là on peut le trouver. Ce duo LeBron James-Davis, eh bien quand il est sur le terrain, c'est l'un des duos les plus prolifiques et les plus efficaces des Lakers. Avouez que c'est un paradoxe d'avoir dans votre équipe deux All-Stars, et quand ces deux All-Stars sont ensemble sur le terrain, c'est là que vous avez le moins bon rendement. Eh bien ces Sixers sont confrontés à ce paradoxe. On retrouve un Embiid, on en a parlé la saison dernière, on retrouve un Embiid qui, au tir pondéré, est classé 69e sur 78e parmi les intérieurs de la NBA. Juste au-dessus de lui, il y a Horford. Il y a une vraie problématique d'efficacité sur les tirs des intérieurs des Sixers, parce qu'ils tirent trop à mi-distance, parce qu'ils tirent trop de loin, et ils ne vont pas aller assez en recherche de panier en dessous. Soit parce qu'ils tombent un peu dans le piège du tir extérieur, soit parce que la structure de l'équipe ne leur dégage pas suffisamment d'espace pour qu'ils aient la latitude d'exister dans la raquette. Voyons les deux aspects de cette problématique. Et puis, ça aussi c'est inquiétant, on a un Embiid qui avance d'année en année, en gagnant de l'expérience en NBA, en gagnant en maturité, en maturation. On a un Embiid dont l'efficacité offensive ne progresse pas. C'est-à-dire qu'il était à 51% il y a 2 ans sur les tirs de champ, il est à 51% cette année sur les tirs de champ. Donc on a une forme de stagnation sur l'efficacité, alors que on devrait, en toute logique, avoir une courbe ascendante, ce qui est la marge de progression classique de tous les joueurs dans la NBA. A contrario, du côté de Simmons, on a cette courbe de progression. Il était à 54, il passe à 56, il est maintenant à 59. Si vous basculez au tir réel en incluant les lancers francs et les 3 points, Simmons n'a pas de 3 points, mais si vous incluez les tirs réels, on a également une belle marge de progression. Donc on a un Simmons qui est en train de gagner en efficacité. Et c'est l'éternel débat, oui Simmons il a besoin de tirer à 3 points, il a besoin de tir extérieur pour exister. Je vous dis non, je vous en ai déjà parlé, je vous dis non, il n'en a pas besoin. Giannis Antetokounmpo est le contre-exemple parfait de tous ceux qui vous annoncent que Simmons a besoin de tir extérieur pour exister dans la NBA. Quand Budenholzer arrive aux Bucks, la première chose qu'il fait, c'est il interdit, je caricature, il interdit à Giannis de tenter tous ses tirs à 2 points longs et ses tirs à 3 points pour le reconcentrer sur des tirs en lay-up, sur des drives. Il le reformate sur ce schéma-là et il structurellement lui crée l'équipe et l'environnement tactique pour qu'il puisse le faire. Avec des énormes intervalles parce qu'on a étiré au maximum l'attaque, on joue en 5-out. Mais Antetokounmpo, il est devenu MVP et il a fait des Bucks une des meilleures attaques de la NBA sans tir extérieur. Et ce paradoxe se confirme encore davantage quand vous regardez cette saison, sa fréquence de tir à 3 points augmente, c'est-à-dire qu'il a tiré plus à 3 points, mais son efficacité diminue, c'est-à-dire que son pourcentage au tir réel diminue parce qu'il va prendre des tirs à 3 points sur lesquels il est à 30-32%, et c'est des tirs moins efficaces qui font baisser son pourcentage de réussite. Donc Simmons, il n'a pas besoin de tir à 3 points pour exister. Il a besoin d'un environnement collectif et tactique dans lequel il aurait des intervalles pour attaquer le cercle, et par contre, ce qu'il a besoin, c'est d'aller progresser au lancer franc. Simmons, qui va majoritairement attaquer le cercle, qui va donc provoquer des fautes, il ne peut pas être à 60% en lancer. Il ne peut pas être à 60% en lancer parce qu'un défenseur choisira toujours de faire faute sur lui, plutôt que de lui laisser un lay-up. Le jour où il est à 75-77% en lancer, là il devient une arme de destruction massive, et là, effectivement, il franchit un cap. Mais bon, toujours est-il que Embiid, stagnation, Simmons, progression de ses pourcentages de réussite. On a aussi un Embiid qui a du mal à aller marquer des paniers après des petits démarquages, après des séquences sans ballon. Quand je préparais cette vidéo, je me suis dit, quelle est la dernière fois qu'on a vu Embiid marquer sur un alley-oop ? Quelle est la dernière fois que Embiid s'est présenté dans le dos de la défense, Simmons lui a envoyé une passe lobée et il est allé dunker dans le trafic, comme ce que les Rockets à l'époque avec Harden et Capella faisaient très très bien.
Eh bien effectivement, on a un Embiid qui dans le jeu des Sixers, et on retrouve aussi son compère à Horford, comme quoi toutes les problématiques des joueurs intérieurs des Sixers sont liées. On retrouve un Embiid qui ne marque sur des backdoors, ne marque que sur des cuts, c'est-à-dire je me présente dans la raquette, je flash, je dunk, ou je mets un petit lay-up, que dans 6% des cas. C'est incroyablement bas comme fréquence, et c'est dommage, parce qu'une nouvelle fois, ces excellentes capacités de scoring dans la raquette ne sont pas utilisées, et ça, c'est à aussi impacter à l'environnement collectif et tactique de cette équipe des Sixers, et puis du duo Embiid-Simmons, parce que quelque part, Embiid n'est que le 4e joueur le plus servi en passe décisive par Ben Simmons. Alors que c'est censé être le one-two punch, c'est censé être le gauche-droite de cette équipe des Sixers, les deux sont censés être en complémentarité, sont censés exister l'un pour l'autre, Embiid n'est que le 4e joueur le plus servi par Simmons en termes de passes décisives. Une nouvelle fois, prenons l'exemple du duo LeBron James-Anthony Davis. Anthony Davis, il est de très très loin le joueur qui est le plus servi par LeBron en termes de caviar, et on retrouve effectivement ces interrogations qu'on peut avoir sur ce duo Embiid-Simmons. Si on fait maintenant le bilan de cette équipe des Sixers, on voit très clairement que sur cette saison 2019-2020, la problématique de l'équipe, c'est l'attaque. L'attaque est catastrophique, il y a plein de choses qui ne vont pas. Le jeu en transition qui n'a pas progressé, on a fait une énorme régression sur le pick and roll. Il manque dans cette équipe de Philadelphie un joueur dans l'autocréation, un joueur qui peut exister pour se créer ses propres tirs, qui peut fixer la défense pour l'attirer sur lui et ressortir sur les coéquipiers. Josh Richardson qui fait de son mieux mais qui n'apporte pas suffisamment en attaque. Horford qui est complètement déphasé dans un costume qu'on lui demande de porter qui n'est pas du tout à sa taille. Et puis il y a le duo Embiid-Simmons qui commence à montrer ses limites. Bref, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Et là où c'est inquiétant pour le destin de ces Sixers sur cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en attaque et qu'il n'y a pas de raison, en claquant des doigts, sur le dernier quart de la saison et sur les playoffs, que cela change. Et ça peut être vraiment inquiétant pour le bilan final de ces Sixers à l'occasion de cette saison 2019-2020. Ce qui est rageant, c'est que un joueur qui pouvait apporter quelque chose sur le pick and roll et sur la transition, les Sixers en avaient un qu'ils avaient drafté en premier choix de la draft, c'était Markelle Fultz, qui du côté du Magic, alors certes il a mis du temps, certes il est peut-être arrivé trop tôt en NBA, certes il fallait de la patience, mais il est en train saison après saison de tranquillement engranger de l'expérience et de monter en efficacité. Mais Markelle Fultz, sur le pick and roll et la transition, il se débrouille très très bien. Et donc ce joueur qui manque actuellement aux Sixers, ils l'avaient déjà, mais ils l'ont échangé. Un joueur qui aurait pu apporter quelque chose sur du catch and shoot, qui aurait permis à cette équipe des Sixers d'étirer l'attaque et de sanctionner efficacement sur les tirs de champ, sur les jump shots, ils l'avaient aussi, il s'appelait Covington, ils l'ont échangé pour Jimmy Butler qu'ils ont perdu contre rien. Donc ça c'est rageant, parce que ce qui fait cruellement défaut aux Sixers actuellement, ils l'avaient et ils l'ont sacrifié. Le process a été sacrifié sur l'autel du succès immédiat. Je me souviens encore très très bien de Elton Brand dans une interview à ESPN expliquer « We can't wait », on ne peut pas attendre, et cette impatience malheureusement est peut-être en train d'être fatale à cette équipe de Philadelphie. Ce qui est sûr, c'est que toute autre chose qu'une finale de conférence, ce qui paraît désormais très 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 ambitieux pour ces Sixers, toute autre chose qu'une finale de conférence du côté de Philadelphie coûterait son poste à Brett Brown, qui sera sacrifié sur l'autel du coach fusible, à qui on impute tous les mauvais résultats de l'équipe, même si quelque part il y est pour rien que tous les jeunes joueurs draftés, pour caricaturer, aient été échangés. Il est pour rien que Butler soit barré contre rien. Il est pour rien qu'on ait recruté Horford et qu'on l'oblige à monter une équipe avec un spacing compliqué, mais c'est lui qui sautera.
Principe du coach fusible. Donc voilà, cette équipe des Sixers sera intéressant à suivre sur la dernière partie de la saison et sur les playoffs. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu inquiet. Derrière, financièrement, les Sixers, ils sont complètement tankés. Il n'y a aucune possibilité de renforcer l'équipe. Ça ne peut passer que par du trade. Ça ne peut passer que par une énième évolution du process et on n'est jamais dans la sérénité quand on tâtonne un petit peu pour essayer de faire progresser une équipe. On suivra ça en tout cas. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.